Cybernétisation d'exposition que j'ai développée avec un philosophe qui s'appelle Yu Hui. Nous, on l'a défini à partir de ce moment où on a pu observer toute une série de projets, de musées et de centres d'art qui étaient redéfinis comme centres communicationnels, centres d'information. Et donc, à un niveau assez générique, ça consiste en une série d'opérations de refaçonnage concret, donc au niveau spatial, technique, matériel, de ces institutions artistiques qui à ce moment-là sont refondées sur des idées de feedback, conceptualisation comme système organisé et qui fonctionne par rétroaction. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'on peut parler d'exposition comme médium curatorial, ou médium des médiums. C'est quelque chose qui est explicitement thématisé par certains curateurs. Et en gros, en fait, on arrive dans c'est l'émergence d'un nouveau régime de modulation qui agit aussi bien sur la médiation entre les objets, les visiteurs, les institutions, et aussi la sensibilité et les modes attentionnels du public. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place, cette cybernétisation des expositions, qui se met en place à ce moment-là, tournant des années, fin des années 60, début des années 70. Ce dont Sonsbeck est représentatif dans un sens assez extrême, c'est ça, mais qui renvoie aussi à du coup une forme d'idée de cette idée de cybernétique de manière aussi plus, je sais pas, c'est un moment de conception aussi plus des médias, de la communication. Ce qui est intéressant dans le cas de Sonsbeck, c'est que c'est effectivement du coup très orienté sur une espèce de manière d'essayer de redéfinir les liens entre d'une part des artistes qui sont en train de sortir des lieux d'exposition. Il y a beaucoup effectivement de tout ce qu'on appelle les artistes conceptuels, les artistes du land art, donc des gens par rapport à la pratique desquels le musée, l'institution se retrouve à avoir une mission effectivement de représenter ou de résoudre les défis en gros que ces artistes leur posent, et le fait effectivement que commence à se développer pour le meilleur et pour le pire cette dimension de médiation propre aux institutions artistiques qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, en effet, si on voulait schématiser, il y aurait d'un côté la volonté de la part des artistes de s'affranchir des limites spatiale, architecturale, intellectuelle, esthétique des institutions, donc une quête d'extériorité. Et ce moment de cybernétisation des musées, de l'exposition, peut être arrive un peu en réponse, qui est une réponse des curateurs et des directeurs d'institutions à ce moment-là, d'accommoder, de créer un espace qui pourrait accueillir ces formes d'art qui sont soi-disant, par définition, non institutionnelles ou anti-institutionnelles. Donc, effectivement, ce moment, il y a des antécédents avant avec le modernisme et d'autres directeurs du musée, tels Willem Sandberg, mais ce moment des années 60 et 70 me paraît toucher à une limite critique parce que c'est il y a une renégociation entre préserver la souveraineté de l'espace muséal ou de la galerie et tout ce qui s'est passé avec les happenings, le land art, l'art conceptuel et la soi-disant dématérialisation de l'œuvre d'art. Mais c'est quelque chose qu'on observe. Il y a un corpus assez peu connu, mais c'est des choses concrètes. C'est des écrits comme ceux de Pontus Sultan, qui est devenu le premier directeur du Centre Pompidou, qui a vraiment modélisé l'idée du musée comme un lieu de communication où tout à coup, toute la circulation entre les gens, la fonction de collection, tous les départements étaient tout à coup remodelés en fait sur cette idée de système régulé par soi-même. Il y a aussi des philosophes qui ont réfléchi à ça, notamment Wilhelm Flusser, qui a été impliqué
dans une des biennales de Sao Paulo au Brésil, lui parlait justement de refonder le médium de la biennale sur des bases scientifiques et d'en faire une forme fluide et ouverte. Il y a aussi en Amérique latine Jorge Glusberg qui était le directeur du Centro Arte y Comunicación, qui là fait explicitement référence à Marshall McLuhan, où il a écrit un ouvrage qui s'appelle Hot and Cool Museums. Et là, il définit le musée comme le médium qui fait la médiation des autres médiums. Et puis, un cas moins connu peut-être, qui est celui de Peter Althaus, mais qui est néanmoins très important à l'époque, qui était le directeur de la Kunsthalle de Bâle en Suisse, lui a parlé de musée ouvert, donc ouvert sur la ville, et son idée d'exposition qui sont réalisées dans des expérimentations, dans des expositions concrètes, était basé sur des recherches urbanistiques, sur la rationalisation des mouvements des gens de la ville au musée. Donc il a tenté de complètement décloisonner, littéralement parfois, les murs de la Kunsthalle de Bâle. Et Wim Beeren, donc ça c'est un peu le contexte général dans lequel Sonsbeek 71 est organisé. Et Wim Beeren est effectivement une figure de ce mouvement de réforme des expositions des institutions en Europe à ce moment-là. Et en même temps, ça se connecte à des questions d'attitude critique de certains artistes déjà par rapport à leur propre médium. On mentionnait rapidement par rapport à en évoquant très largement le mouvement comme le land art. Mais dans les recherches que tu as faites, tu t'es aussi pas mal intéressé à la manière dont ça se connecte très concrètement à des choses qui sont du côté de l'image en mouvement, du cinéma et la manière dont du coup le modèle ou la question de l'exposition du cinéma, notamment du cinéma expérimental, a un sens assez important dans ces expositions-là, et à quel moment aussi ça participe de forme de crise justement, à la fois dans cette réforme qui arrive et de la manière dont elle arrive ou pas à complètement assimiler les critiques formulées par les artistes sur ces questions aussi de rapport au spectateur et d'analyse des conditions d'appréhension d'une œuvre d'art. Oui, non, effectivement. Donc, dans ma recherche, il y a ce niveau un peu plus général de modification, de transformation dans l'écologie médiatique, institutionnelle, muséale. Mais en effet, je croise ça avec des exemples très concrets de tentatives d'exposer le cinéma expérimental. L'image en mouvement d'artistes, mais principalement le cinéma d'avant-garde ou expérimental, qui souvent a été conceptualisé ou réfléchi en termes d'institutionnalisation d'une pratique d'avant-garde. Et moi, je m'intéresse plutôt justement à des questions assez matérielles, concrètes, sans évacuer cette question de l'avant-garde et de l'institution. Mais ce qui m'intéresse, c'est la modification de l'exposition comme entité à partir du moment où de l'image en mouvement est intégrée. Et donc, est-ce que du coup, on peut regarder rapidement, on a quelques images justement des lieux dans lesquels ces images en mouvement étaient présentées à l'intérieur à Sonsbeek, des espaces précisément dévolus au film structurel. On peut revenir sur le film structurel une fois qu'on peut-être plus. Ça me semble plus logique de discuter à ce moment-là des pavillons. Des pavillons, ça peut peut-être être intéressant on peut peut-être regarder du coup les lieux et évoquer une partie des films qui sont montrés. Oui, on est dans cette continuité de la question des centres d'information, du pays qui devient un médium, en fait. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus simplement dans un cas où on passe de la spécificité du médium à la Greenberg, à l'ère post-média, mais là, on est dans quelque chose qui touche aussi à des questions environnementales, urbanistiques. Je ne vais pas rentrer là-dedans précisément, mais
en lien avec l'image en mouvement et justement cette question de l'image en mouvement au sein du paradigme communicationnel, informationnel, cybernétique. Je dis ça toujours de façon très vague, mais voilà, il y a une série de pavillons qui a été construit dans le parc de Sonsbeek à Arnhem, en Hollande. Donc il y avait trois pavillons, trois structures pneumatiques qui avaient des fonctions différentes et qui répondaient à cette concept curatorial de Wim Beeren, donc de l'activité sur tout un pays et de la connectivité, de la communication du temps réel entre les différents nœuds du réseau. Donc aussi dans la mesure où ces différents pavillons sont aussi conçus comme vraiment des lieux d'interaction avec le public pour que ce fameux feedback puisse avoir lieu et d'avoir une espèce d'interaction potentiellement constante entre les œuvres, les spectateurs et la manière dont cette communication peut fonctionner dans vraiment dans un réseau complet dans lequel on n'est pas... Donc ça, c'est un des pavillons dont on voit l'image, une de ces structures temporaires. Donc quel pavillon? Celui-ci, c'est le pavillon des conférences, c'est ça? Exactement. Donc c'est un pavillon qui est structuré sur 2 étages, et c'est au 2e étage que les programmations de films étaient organisées. Il y a une programmation de films de Land Art, dont ceux de Smithson et Holt, et une programmation de films structuralistes. Donc, est-ce que tu veux qu'on discute de ça peut-être du coup un petit peu plus précisément, effectivement ou est-ce qu'on en discute un peu plus tard? On fait d'abord on regarde d'abord tous les pavillons, on revient au film, on regarde qu'est-ce qui te semble le plus. On peut regarder le film. On peut jeter un œil au film. Je reviens. Donc puisque comme tu le mentionnais dans ces pratiques de cinéma d'avant-garde, cinéma expérimental, ce qui est montré par exemple dans ce type de pavillons, c'est des pièces comme celles des films, comme ceux de Michael Snow, comme notamment donc, ce film-là, c'est ça, Back and Forth, dont on peut regarder une partie. On peut faire tourner ça. Donc oui, effectivement, il y avait plusieurs comme j'ai déjà dit, programmations qui intégraient de l'image en mouvement, Land Art, et il y a une curatrice américaine qui s'appelait Regina Cornwell qui avait mis sur pied une programmation de films structuralistes. Donc juste pour contextualiser un peu ce que c'est, le cinéma structuraliste en général s'est rapproché ou alors c'est posé comme un équivalent du minimalisme dans les arts plastiques. D'ailleurs, une des théoriciennes du cinéma structuraliste a aussi parlé de Robert Morris avant de se tourner presque intégralement sur la question du cinéma expérimental. Mais le terme a été d'abord défini par un critique de cinéma qui a aussi montré pas mal de films aux États-Unis, partout en Europe, qui s'appelle P. Adam Sidney. Donc, pour lui, il y avait toute une série de critères qui permettaient d'identifier les films à tendance structuraliste, notamment la position d'une caméra fixe, des films qui recouraient au flicker ou qui pour effet qui provoquaient des effets stroboscopiques. Oui, le flicker, c'est ce principe d'alternance d'images de luminosité extrêmement différentes qui produit soit... Exactement, et qui peut rendre épileptique. Il y avait souvent, avant les projections de flicker film, des mises en garde concernant le risque d'épilepsie. Et ça fait vraiment partie de cette dimension, du coup, à la fois extrêmement extrêmement minimale de certains de ces films, et la manière dont à la fois il pose directement la question de ce que ça d'une position de spectateur par rapport à un écran, là, comme c'est aussi le cas dans ce film de Michael Snow, où avec ce mouvement répété se crée une position qui n'a pas grand-chose à voir avec celle du spectateur habituel de cinéma. Oui, en effet, il a fait ce film explicitement pour que le spectateur ne puisse pas s'identifier au contenu. Donc c'est vraiment une exacerbation du mouvement de la machine, du mouvement pur de l'image. Et donc on est là dans ce mouvement panoramique, répétitif, qui varie dans sa vitesse. Il y a de temps en temps des moments où on voit des gens qui rendent
ce qui a priori est quelque chose d'assez sec et froid, qui rendent le film en fait assez drôle par moments. Et c'est donc un des films paradigmatiques qui ont été montrés dans le cadre du programme de cinéma structuraliste à Sonsbeck, et qui effectivement pose la question d'une ligne de démarcation entre les films des cinéastes expérimentaux et les films des artistes, notamment à cause des modes de réception et des modes de projection dans ces pavillons. Et effectivement, là, tu mentionnais, tu parlais rapidement d'autres films qui ont pu être montrés dans cette sélection. Là, quand tu mentionnais de films de Land Art, il y a effectivement quelque chose qui est montré aussi dans ce cadre, qui est vraiment un programme fait par un personnage assez intéressant qui s'appelle Gary Schum, qui est un réalisateur allemand qui, lui, après avoir pas mal collaboré avec des chaînes de télévision allemandes, finit par concevoir une structure qu'il appelle Fernsehgalerie, donc télévision-galerie, avec laquelle il produit ce qu'il appelle des expositions télévisuelles, dont une qu'il appelle Land Art, dans laquelle il n'y a pas seulement des artistes qui sont, qu'on va affilier. Pour une partie je crois qu'une partie, il n'est pas impossible que le terme de Land Art, tel qu'il a été popularisé, et en grande partie popularisé par ce programme que Gary Schum conçoit pour la télévision allemande, et un programme qui ensuite va se mettre à circuler donc, dans des manifestations comme Sonsbeck, donc du coup, il participe de cet effort d'essayer à la fois d'intégrer ces nouvelles formes de production artistique, comme celle de la vidéo, de la télévision, et puis le fait que ces images-là, elles ont aussi comme potentiel de rendre compte de ces pratiques artistiques, donc qui là sont dans un autre écart que celui, ou dans une autre attitude critique que celle du cinéma structural, mais dans lequel il y a aussi le même défi, la même question de démonstration, enfin défi on pourrait dire parallèle. Gary Schum a aussi produit donc, des vidéos monobandes avec plusieurs artistes, notamment avec Laurence Wiener, qui sont des expérimentations assez géniales, où Laurence Wiener fait, comme dans cette vidéo, c'est des gestes extrêmement simples qui sont effectivement entre cette dimension qui pourrait renvoyer à une dimension, avec cette force conceptuelle, et puis cette espèce de dimension de complètement casser ce qui pourrait être des limites du médium artistique. Peut-être du coup on peut revenir, puisqu'il y a cette dimension de télévision, on peut revenir du coup à ces différents pavillons qui étaient également organisés à l'intérieur de Sonsbeck pour continuer à cartographier les différents éléments de cette... En effet, oui, comme tu l'as bien expliqué, la diffusion, l'entrée du film d'artiste dans la sphère domestique par la télévision, c'est une des modalités de cette volonté de mieux communiquer, de mieux distribuer l'art, de le rendre plus accessible. Derrière, justement, il y a toujours cette utopie, cet idéal de la communication, et qui prend des formes tout à fait différentes, contradictoires, qui ont des effets aussi, ou des succès assez variables. Donc, à Sonsbeck, on a vu le pavillon des conférences, mais on voit là le pavillon de l'information et de la communication qui était le lieu où autant le public que les artistes pouvaient venir écrire des telex, partager leurs avis sur le déroulement de l'exposition. Il y a aussi pas mal de critiques assez acerbes de la part de certains collectifs hollandais qui sont passés par là. Et tout ça, justement, transitait était transmis d'une ville à l'autre dans la Hollande. Donc il y avait cette idée, justement, de déplacement, de ce qui est important. On pouvait autant, comme le dit Behren, se balader entre des sculptures que participer à toutes sortes d'activités et de workshops, dont certains étaient organisés dans ce type de structure pneumatique, qui avait été construite par un collectif d'artistes nouveaux, qui sont devenus des artistes nouveaux médias après, mais
Jeffrey Shaw avec ses collaborateurs hollandais. Peut-être on regarde, avant de revenir à Jeffrey Shaw, peut-être là, il y avait le pavillon de l'information, il y a aussi un pavillon qui est donc pavillon vidéo à l'intérieur, dans lequel il y a aussi du coup du matériel de télévision qui est mis également à disposition du public, avec aussi ce système de loop ou de participation à cette dimension-là d'exposition qui se répand en réseau dans toute la Hollande. Et peut-être là, par rapport à ce que tu disais sur Jeffrey Shaw, on peut revenir sur ce qui est à l'intérieur donc, du premier pavillon qu'on a montré, le pavillon des conférences, dans lequel il y a effectivement cette espèce de structure gonflable qui sert aussi bien du coup à des conférences ou à des discussions qu'à une espèce de grand coussin pour regarder. Là, on voit un écran sur lequel peuvent être présentés donc tous les films qu'on a évoqués. Comme celui de Snow qu'on a vu, ouais. Et qui pas sans poser problème. Effectivement, autant la curatrice du programme que Snow, que d'autres cinéastes comme Ken Jacobs sont énormément pleins de ces conditions de présentation. Leurs films, d'abord, d'une part, doivent être regardés du début à la fin. Il y avait parfois des projections multiples, ce qui produisait un mode de réception multiple, alors que c'est fait pour des conditions de cinéma, donc mono-écranique, si on utilise un terme technique, et les gens rentraient, circulaient. Donc il y avait une dimension plutôt de jeu et d'attention distraite, alors que le cinéma structuraliste, à New York, pour prendre un cas d'école aussi, il y a un cinéma à New York, Invisible Cinema, qui avait été designé spécialement pour montrer du cinéma expérimental, dans lequel les sièges avaient des œillères. Donc ça ne vous permettait pas de regarder votre voisin ou d'être distrait par des lumières parasitaires. Donc, ouais, on pourrait dire, si on suppose que les films de Shum, que ces expositions télévisuelles étaient diffusées sur le même genre d'écran, on pourrait supposer par exemple que cette dimension télévisuelle de Shum pouvait bien se prêter à ce type de lieu, puisque ce sont des expositions télévisuelles dans lesquelles il y a plusieurs émissions qui correspondent à plusieurs propositions artistiques, donc des séquences relativement courtes, mais effectivement on se retrouve avec une contradiction entre la volonté critique d'un cinéaste comme Snow qui demande d'être dans la situation qu'on veut à déconstruire pour que l'œuvre ait du sens, et là où l'ouverture que propose l'exposition, que propose cette complexité d'interaction cybernétique va finalement à l'encontre du projet des artistes. Mais du coup, ça fait aussi partie quand même, ce type de lieu fait aussi partie de cette pensée de cette cybernétisation d'une certaine manière de l'exposition. Est-ce que, on peut peut-être finir en montrant si tu veux peut-être terminer en décrivant un petit peu cette histoire de ce projet de show, en montrant peut-être le court film dans lequel on voit quelques éléments une mise en place d'un autre dispositif. Ouais. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'à Sonsbeek, les pavillons designés par Shaw et Botschaver et Van Tynen étaient fonctionnels, mais en fait c'est une pratique qui vient d'un intérêt, en fait, d'une recherche sur le cinéma en partie structurel, et ce qui s'appelait aussi l'expanded cinema, où donc là on ne voit pas ça, on voit que l'aspect pneumatique de l'installation, mais c'est une nouvelle version d'une œuvre présenté en 67, je crois, à l'origine, au Festival de cinéma expérimental de Knokke-le-Zout en Belgique, dans laquelle là, il y avait les artistes et le public qui performaient tous ensemble dans ce pavillon, mais dans lequel il y avait aussi pas mal de liquide et toute une série de ballons et de films projetés sur eux, donc avec cette volonté de travailler sur les limites du corps et de l'image, de l'espace voilà, de l'excès du corps comme excès de l'image, ou de l'image comme excès dans le corps. Really, this is fun for all the family.